C'est parti. Allez. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Donc moi je me présente, je m'appelle Lucas Tisserand, je suis entrepreneur dans le domaine du développement personnel, du bien-être et du bonheur, et de la spiritualité aussi. C'est pour ça que j'ai pris contact avec Frédéric. Mon rôle aujourd'hui va tout simplement être de lui poser des questions par rapport au livre que j'ai lu, donc qu'il a écrit, que je vous invite à acheter parce qu'il est vraiment passionnant. Et voilà, tout simplement. Je vous rajouterai que la conférence n'est pas payante. Il y a un petit pot là-bas, si vous voulez donner un petit quelque chose, ça serait super. Voilà. Donc je te laisse te présenter, Frédéric. Bon, merci Lucas. Donc bonjour à tous, merci d'avoir fait ce voyage. Il y a des Dijonnais, il y a des, enfin voilà, beaucoup plus loin. Donc ça fait vraiment chaud au cœur en fait de vous voir là aujourd'hui. Donc moi je me présente, Frédéric Medina, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis né à Dijon en 1972, ça c'est pas plus important que ça. Juste vous expliquer qu'avant mon expérience de mort imminente, et ça c'est important, le discours que je vais vous tenir aujourd'hui, je ne le tenais pas. Ça m'a complètement bouleversé dans mes convictions, dans ma manière de voir les choses. Donc c'était important pour moi de vous dire ça, c'est-à-dire que je suis un peu plus aujourd'hui dans la vie que ce que j'aurais pu être avant cette expérience-là. Donc c'est vraiment important. Et pour moi aujourd'hui, c'est de vous la partager. Alors, il faut savoir que ce récit-là, c'est mon ressenti, c'est mon expérience et c'est mon avis. D'accord ? Je prétends pas non plus avoir la vérité absolue, mais il est pour moi essentiel de vous dire ce que j'ai vécu et de pouvoir en débattre avec vous si toutefois vous le souhaitez. Et voilà. Donc pour ma présentation, je pense qu'on en a fait le tour. Je suis aujourd'hui magnétiseur, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a amené à faire tout ça, parce que voilà, j'étais vraiment pas dans ces optiques-là. Moi, j'étais plus dans le travail, le succès au niveau de la société. Enfin voilà, fallait être au-dessus. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec mes enfants, ma compagne. J'essaye de vivre le plus simplement possible et partager des bons moments en fait de la vie, parce que la vie, malgré tout, si mon livre va vous parler un petit peu de la mort, la vie est belle, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment prendre ça en considération dans mon message. C'est vraiment vous donner envie de vivre. Voilà. C'est pour ça que j'ai été amené à souhaiter cette expérience à tout le monde. Alors certains m'ont dit c'est pas vraiment sympathique, c'est pas vraiment voilà. Mais moi ça m'a permis en tout cas de m'ouvrir les yeux, et c'est important. Donc ça l'a fait à l'âge de 35 ans. Et je suis content, j'ai encore de belles années devant moi, justement. Je vais profiter de cette vie-là, justement, qui m'est donnée encore dans la plus belle des lumières, en fait. On va appeler ça comme ça. Voilà. Parfait. Et explique-nous tout simplement comment tout ça a débuté, parce que j'ai lu que c'était assez spécial. Voilà, puis raconte-nous comment ça s'est déroulé. Cette expérience assez spéciale. Alors, sur le début de l'expérience, on va être assez court parce qu'une expérience, voilà, je vais vous raconter que j'étais malade. Donc très malade, comme là un peu, j'avais le nez bouché, enfin bref, voilà, des douleurs thoraciques. J'étais chez un médecin et donc m'a diagnostiqué une grippe intestinale. C'était juste le week-end avant Pâques. Donc elle m'a donné des efferalgan en me disant vous prenez ça tout le week-end, si ça va pas mieux après le week-end, vous revenez, on verra ce qui se passe. Sauf que le week-end de Pâques, il était terrible. J'ai pas fermé l'œil du week-end, en fait. Les douleurs étaient telles que c'était impossible pour moi de m'endormir. Je prenais des efferalgan, ça me faisait tomber dans un semi-coma, à peu près 1 heure, et puis ça me réveillait. Et ces douleurs étaient tellement terribles que voilà, je reprenais des efferalgan. Et pour vous dire, dans ce week-end, j'ai pris 1 gramme d'efferalgan toutes les heures. À l'hôpital, on m'a dit, monsieur, ça aurait dû vous tuer. Voilà. Mais j'avais pas d'autres solutions que ça. Voilà. C'était vraiment... je pouvais plus m'asseoir, je pouvais plus m'allonger. C'est-à-dire que dès que je m'allongeais, en fait, ça me coupait la respiration. Et donc, je suis resté assis comme ça, même à m'endormir vraiment très, très, très mal. Et le week-end de Pâques passé, en fait, j'ai dit à ma compagne de l'époque, la mère de mes enfants, j'ai dit, écoute, là, il faut que j'aille terminer ce que j'ai commencé. Alors, c'est curieux, les mots qu'on peut employer à ces moments-là. Mais
je sentais comme quelque chose qui planait en fait. Et je me suis dit, si je reste chez moi, il va m'arriver un souci, on pourra pas m'aider. Donc il fallait que je me rende à l'hôpital. Je me suis rendu à l'hôpital par mes propres moyens, parce que ma compagne n'avait pas le permis. Donc je suis arrivé à l'hôpital de Grès. J'avais les yeux pleins d'eau, enfin ouais, voilà, c'était vraiment quelque chose de formidable. C'était elle qui me disait, écarte-toi un peu du bord de la route, t'es dans le fossé. On arrive là-bas, quoi, et donc du coup ils me prennent tout de suite en charge. Ils font des radios des poumons, des choses, voilà, et s'aperçoivent qu'en fin de compte les poumons sont pleins d'un liquide. J'avais, après ça, donc j'ai été transféré sur Dijon, parce qu'ils avaient appelé mes parents en leur indiquant que j'étais dans un état assez critique. Donc mes parents avaient émis le souhait de me faire transférer sur Dijon. Donc ce qui a été fait le lendemain. Et donc j'ai encore passé une nuit à l'hôpital terrible, hein, même si des calmants, des choses, enfin voilà, rien n'y faisait. J'avais un masque pour m'aider à respirer, mais c'était vraiment quelque chose de... La sensation d'étouffer, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais enfin c'est vraiment... oui, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus angoissant que ça. Donc là-dessus, il me transfère à l'hôpital de Dijon, et là en arrivant à l'hôpital de Dijon, l'interne commence à m'ausculter, comme ils font à chaque fois. Il recule et me dit, vous êtes là pourquoi vous? J'ai dit, de ce que je sais, grippe intestinale. Donc, voilà, bon. Je pensais bien que ça virait sur autre chose, mais enfin voilà. Et il me dit, comment on a fait pour vous faire un diagnostic? Parce que même avec le stéthoscope, on n'entend pas votre cœur. Donc là, c'était voilà, assez perturbant. Il me dit, on va faire des échographies du cœur, apparemment il y a quelque chose. Et en fin de compte, j'ai fait donc, plutôt qu'une grippe intestinale, une péricardite et une pneumopathie. Donc, en arrivant sur Dijon, ils m'ont dit, bon, on vous opérera sur le soir, vous inquiétez pas. Vous avez un liquide qui est... donc dans le péricarde, qui entoure le cœur, qui compresse le cœur, donc mais c'est rien, c'est une intervention assez bénigne. En 10 minutes, un quart d'heure, enfin voilà, c'est fait, on n'en parle plus, vous redescendez dans votre chambre et tout est réglé. Voilà. Donc moi je reste là-dessus, forcément, j'avais tout un tas de gens qui venaient voir les échographies, parce que alors, l'échographie c'est pareil, ils me disaient, regardez, donc il y avait une grosse masse noire, puis une petite tête d'épingle blanche, comme ça, qui clignotait de temps en temps. Alors il me dit, la grosse masse noire c'est votre cœur, et puis le péricarde et la petite tête d'épingle c'est votre cœur, en fait, voilà. Et il dit, si on n'intervient pas rapidement, ça va finir par tout recouvrir, puis vraiment l'oppresser dans cette poche et dans ce liquide, et c'est pas vraiment bon pour la suite, quoi. Donc là-dessus, il me prépare, il m'emmène pour m'opérer, donc le chirurgien m'attendait à la porte, toujours pareil, rassurant, ne vous inquiétez pas, c'est rien, voilà. Et j'étais toujours bien noté, la station assise. Je pouvais vraiment pas, même à l'hôpital, voilà, il fallait que le lit soit vraiment redressé. Et donc là, j'arrive dans la salle d'opération, et donc il me transfère sur la table d'opération. Table d'opération, vous savez, pour en avoir vu quelques-unes, c'est quelque chose de très plat, voilà, très froid, très pas agréable du tout, hein, voilà. Donc on me transfère là-dessus, et donc moi je reste quand même malgré tout en position assise. Et sur ma gauche, j'imagine l'anesthésiste, puisque c'est lui qui me fait des intraveineuses, des choses, le masque. Et elle me dit, vous inquiétez pas, détendez-vous, n'ayez pas peur, allongez-vous. Je dis oui, mais donc je le marque dans le livre, mais c'est vraiment quelque chose qui me marquera encore toujours, parce que même son sourire un peu gêné, en fait, je vois encore son visage. J'ai écouté, si je m'allonge, je meurs. Là-dessus, bon, il y a un masque un peu comme ça, puis il me dit non, mais bon, et je finis par me dire, bon, de toute façon, je suis là, alors je laisse faire. Voilà, c'est tout. J'ai lâché vraiment prise, on va dire. Et j'ai écouté, je me suis allongé. Et dans mon souvenir, vraiment, j'ai pas eu l'impression d'avoir posé la tête sur la table d'opération, mais bien au contraire, me retrouver directement de nouveau assis, dans un espèce d'environnement blanc, en fait, débarrassé de ma douleur thoracique, qui était vraiment très très importante. Et ça fait vraiment comme si j'avais fait, voilà, libéré de tout un tas de choses. Ça, et je m'aperçois aussi, en étant assis, comme là je peux vous parler, donc j'ai les mains, voilà, qui fonctionnent, qui bougent devant moi, et je les voyais pas. Tout était blanc, tout était, voilà. Et je sentais simplement l'air filer entre mes doigts. J'avais conscience vraiment de ces mains-là, mais je les voyais pas. Mais justement, oui.
Tu dis que t'as pas éprouvé de peur, et le seul truc, parce que ça peut faire peur, je pense que quand vous l'entendez, je pense que quand on entend comme ça peut faire peur, mais le seul truc négatif que tu as tiré de ça a été de dire que t'as pas été là assez présent pour tes enfants. Tu peux nous raconter un petit peu ce... Tout de suite, immédiatement, pas vraiment quand on est dans cet état-là, mais j'ai pris rapidement conscience, effectivement, que j'étais mort. D'accord ? Et ça, j'entends encore résonner dans ma tête. Je vois blanc. J'avais pas de grande connaissance là-dessus, mais tout le monde a déjà entendu parler des tunnels, des trucs, des machins. Donc là, d'un coup, je vois tout blanc, débarrassé de tout un tas de trucs, et une sensation en plus de bien-être, de quelque chose qui est assez inconnu jusque-là. Et là, je prends conscience que je suis mort. Et ça m'inquiète absolument pas à ce moment-là. Au contraire, je m'amuse de ça, et je cherche à découvrir tout un tas de choses. Et quand on est dans cet état-là, en fait, effectivement, comme tu le dis, on a tout un tas de consciences qui reviennent, de choses. Donc pour les enfants, dans cette lumière-là, en fait, on m'a amené à voir 2 livres. Enfin, j'appelle ça des livres, mais c'est pas vraiment comme ça que j'ai pu les percevoir à ce moment-là. Mais c'est pour pouvoir vous l'expliquer plus simplement. Enfin voilà, j'ai pas trouvé encore de mots mieux que ça, mais dans l'idée, on m'a, comme si j'étais amené à feuilleter en fait, au début de ma vie, jusqu'à ce fameux jour en 2009. Et tous les événements en fait importants ou non en fait, donc ça tourne très vite. C'est pas, on n'y passe pas des siècles et quand bien même, parce que dans cet état-là, le temps n'existe plus. Donc on pourrait passer à des années sur quelque chose qu'on s'en apercevrait même pas en fait. C'est des choses qui sont très très directes, on peut être amené à voir plein de choses. C'est-à-dire, je vous dis, j'ai fait le flashback sur ma vie, mais vraiment précisément, on peut même aller à la seconde près de tout ce que j'ai eu dans la tête, des sensations que j'ai pu avoir, des comportements que j'ai pu avoir sur certaines choses. Et là, effectivement, en fait, il y a quelques points qui pêchent. D'accord ? C'est comme je vous expliquais avant, moi j'étais plus à essayer de gagner de l'argent à tout prix, de travailler pour travailler, bref, voilà. Et je m'aperçois là-dedans, en fait, que j'ai 2 enfants que je connais pas. Quasiment pas. Parce que absent, parce que c'est, parce que ça. Et là, d'un coup, il y a un sentiment de regret, mais c'est encore pas exact, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est-à-dire se dire, mince, pourquoi j'étais à côté d'eux, et pourquoi j'ai pas fait mieux que ça. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et donc, dans tout ce cheminement-là, alors c'est les enfants, c'est la manière dont on gère ses relations, c'est avec les autres, avec son couple, avec tout ça. Enfin voilà, on est amené à revoir tout ça et à repenser tout ça. Et voilà, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais voilà. Donc ces événements-là vont apporter autre chose, c'est-à-dire une envie de rattraper ça. Ce que moi je vais appeler aujourd'hui la réincarnation. Après, je sais pas comment on peut la nommer autrement, mais j'ai eu une envie viscérale alors qu'il n'y avait plus de physique dans cette histoire-là. Mais pour vous expliquer vraiment que c'était au fond de moi, enfin vraiment le cœur et le ventre, il y avait que ça qui était important, c'était de retourner, enfin en tout cas, de stopper cet événement-là qui m'arrivait, pour retourner un peu en arrière, et là, de nouveau me remettre dans cette vie, que, vu d'où j'étais, était complètement ratée, ou en tout cas à côté de ce que je devais faire. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre aussi, parce que, comme j'ai dit aussi dans le livre, au départ, j'ai profité que pour moi de cette mort, entre guillemets, c'est-à-dire que j'y étais bien et j'avais aucune envie de revenir pour qui que ce soit. Tout s'était effacé, jusqu'à ce que j'ai accès en fait à ce fameux livre-là, pour me faire reprendre conscience. Alors j'aime pas non plus le mot conscience parce que ça implique le cerveau, mais c'est toujours pareil. Pour expliquer des expériences comme ça, on a un petit peu des problèmes pour trouver du vocabulaire exact. Mais, quand je parle de conscience, là, si on a amené à en reparler encore,
défaites-vous vraiment de cette idée de cerveau et de réflexion qu'on peut avoir là physiquement. C'est vraiment quelque chose d'autre, quoi. Donc voilà. Oui, j'ai pris conscience que j'avais péché avec mes enfants. Oui, voilà, c'est ça. Et ça m'a posé un problème sérieux. Oui. Voilà. C'est pour ça que t'es retourné. Voilà, oui. Et donc du coup, t'as vécu ça et t'en as douté longtemps de ça. Comment t'as fait pour te dire si ça a bien existé, je dois y croire et je dois le partager en plus. Oui. Tu t'es convaincu que ça avait vraiment existé. Alors cette expérience-là, déjà à lire, en fait, j'en ai des retours assez là pour l'instant. Ça fait déjà 2 mois que le livre il est dans les mains d'un peu tous ceux qui veulent bien l'avoir. Et j'en ai des retours justement. J'ai lu, c'est très difficile à assumer, ça m'a perturbé, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Je vous laisse seulement imaginer vivre une expérience comme ça, c'est pareil, c'est terrible. Il y a tout ce que j'étais avant 2009, en fait, tout ça s'est effondré, vraiment. Tout ce qu'on m'a appris à l'école, tout ce qu'on m'a appris, voilà, c'est tout ça, voilà, c'est tombé par terre en fait pour des raisons qui sont que je me suis aperçu que la vie n'était pas là où on m'a dit qu'elle était. Voilà. Donc c'est très compliqué parce que je me suis dit tu deviens fou et comme tu remets tout en question, en fait tu te sens bien seul là-dedans et ça va finir très mal, quoi. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pendant plus de 3 ans. J'ai eu des soucis un petit peu, voilà, j'étais presque allé voir un médecin pour prendre des calmants parce que je refusais cette expérience-là. Je me disais, c'est pas possible d'avoir ce sentiment-là et d'être le seul, ou quasiment le seul. À cette époque-là, je m'intéressais pas plus que ça à ça. Les expériences de mort imminente, je n'en avais pas plus entendu parler que ça. Mon ex-compagne, par contre, était un peu plus dedans. Mais moi, c'était des choses qui, voilà, c'est du fantasme, c'est de la magie, c'est ce que vous voulez, mais tout sauf... et là, je me retrouve, moi, avec ça, en fait, dans la tête, avoir vécu cette chose-là. Et ça a été très difficile. J'ai vu certains expérienceurs, ils mettent plus de 30 ans à assumer cette expérience. Alors, le livre que j'ai fait, en fait, il est d'abord pour moi, en fait. Hein. J'ai fait un petit peu une psychothérapie tout seul. C'est-à-dire que j'ai répondu à un questionnaire pour l'association INDRES. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une association qui vient des États-Unis. Il y a une antenne en France. C'est le docteur Charbonnier, en fait, qui est le président. Vous connaissez peut-être. Enfin, c'est à peu près la seule personne qu'on voit à la télé parler de ces expériences-là. J'ai envoyé une demande de questionnaire parce que je me suis dit, il faut que je sache, si j'ai réellement vécu quelque chose, et au niveau scientifique, s'il y a quelque chose qui se dit là-dessus, et si c'est pas de l'hallucination ou du fantasme. Donc il m'a envoyé un questionnaire, bien gentil. Par contre, le questionnaire fait 60 pages, et j'ai mis quasiment 7 mois pour y répondre. Parce que moi, l'intérêt de tout ça, c'était de mettre des choses très claires, réelles. Je ne veux surtout pas partir dans le fantasme. Tout ce que j'ai décrit dans le livre et dans ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté encore au fond de moi et je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Après, effectivement, l'intérêt, c'est de vous l'expliquer le plus simplement, en tout cas pour qu'il soit vraiment compris, parce que des fois, on peut ne pas être compris sur des messages. Mais comment j'ai vérifié que c'était exact? C'est que j'étais amené pendant mon expérience à faire quelques petits voyages. Parce que je vous ai dit au départ, en fait, tout de suite, quand je me suis rendu compte de cette blancheur et que j'étais mort, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que dans cet état-là, on a les réponses avant d'avoir les questions. On a l'impression de savoir tout sur tout. On a l'impression d'être tout. On a l'impression de pouvoir faire tout un tas de choses, des déplacements, des choses comme ça. Les déplacements, j'ai eu envie de les faire et je les ai faits. Donc, dans un premier temps, chez moi, donc là, dans la rue à côté, j'ai décidé de revenir voir mes enfants. C'était un soir, donc je me plaçais debout dans la cuisine. En fait, c'était un soir d'orage apparemment. Et j'étais debout dans la cuisine. Ils étaient attablés avec leur mère. Et d'un coup, il y a eu une coupure électrique. Ça, je ne l'ai pas moi ressenti. C'est le témoignage de mon ex-compagne qui l'indique. Et si vous voulez, voilà, ils étaient dans le noir. Les enfants étaient paniqués. Voilà, la peur du noir, normal.
Et moi, j'étais placé debout dans la cuisine et j'étais en train de leur dire, vous inquiétez pas, il y a des bougies là derrière le placard, avec les allumettes, allumez ça et voilà, ça va passer. Et personne m'écoutait. Voilà. J'ai pas eu cette conscience de... Enfin, je me suis pas étonné que personne m'écoutait. Enfin, c'était assez bizarre, mais j'étais là avec eux et je leur expliquais tout un tas de choses et ils ne m'entendaient pas. Pour preuve, c'est quand je suis sorti du coma et que les visites ont été autorisées. Donc mon ex-compagne est venue la première. J'avais encore des tubes de partout. Voilà. J'avais une ardoise pour écrire. Alors j'écris très mal, mais bon, phonétiquement, elle a quand même bien compris ce que je disais. Et c'était tout simplement, il va falloir vous mettre à m'écouter parce que quand je parle, personne ne m'écoute. Et ça commence à devenir gênant. Donc, elle est surprise. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? J'ai dit l'autre soir, je te dis où sont les bougies et personne me voilà. Donc elle est restée un petit peu abasourdie par rapport à ça. Et c'est donc là une preuve que j'ai pu en tout cas trouver, c'est-à-dire un déplacement avec des gens. J'ai décrit des scènes, elles se sont réellement passées. Et il y en a eu une suivante dans la journée aussi, c'était derrière ma maman en fait, qui était elle était chez notre médecin traitant. Et elle était dans le cabinet du médecin, enfin dans le couloir. Lui, il était dans l'encadrement de la porte, en train de l'écouter. Et elle est en train de lui dire, vous êtes des incompétents, la médecine, vous savez rien. Il est dans cet état-là, c'est à cause de vous. Enfin voilà, tout un tas de reproches. Voilà, que le médecin, il écoutait forcément comme il pouvait. Et moi, j'étais derrière ma mère en lui disant, écoute, ça sert à rien de lui reprocher les choses, puisque c'est pas lui que j'ai vu lors de ma première visite, donc il y est pour rien. Et toujours pareil, elle ne m'écoutait pas. Donc ça, c'est pareil où ça m'a sorti du coma. J'ai bien dit à mon ex-compagne, et tu diras bien à ma mère que c'est pas notre médecin qui est en cause dans tout ça. Donc ça, c'est pareil, elle savait pas de quoi je lui parlais. Elle a effectivement appelé ma mère après, et lui a dit, j'ai été chez le médecin pour prendre des nouvelles, parce qu'elle avait un petit peu honte aussi du côté avoir été... crier sur quelqu'un qui avait complètement rien à voir avec tout ça, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est donc les deux seules choses qui moi m'ont conforté dans le fait que j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, que j'ai vécu des déplacements en dehors de mon corps à ces moments-là avec eux. Et voilà. Après, il y a eu d'autres choses un peu plus pour moi magiques et voilà, mais que j'ai pas pu vérifier jusque-là. Oui, je voulais te poser la question justement. Ouais. C'est donc les tomates, les trucs là. Oui, les pyramides. Ouais, les pyramides. Parce que bon, aussi quand je suis arrivé chez moi, donc il y a des choses. Je dis dans le livre, je suis arrivé par les pieds de tomates. Alors notre maison, en fait, il y a un petit coin de jardin. Il y avait 6 pieds de tomates qui devaient être hauts comme ça à l'époque. Et en fait, en arrivant, j'ai pas vu ces pieds de tomates comme je vous vois là. En fait, je les ai vus. J'ai vu leur composition, leurs molécules. Je sais pas comment appeler ça, mais il y avait des embraquements, des choses comme ça qui faisaient que j'ai reconnu la tige. Les feuilles étaient différentes, les molécules étaient placées différemment. Il y avait tout un tas de couleurs. Même là, je me suis dit, en passant, j'ai même passé comme ça presque ma main. J'ai senti la plante et j'ai su qu'elles allaient donner de beaux fruits, qu'on allait avoir de belles tomates. Et je me suis même fait la réflexion de me dire, si ça avait pas été le cas, en fait, j'aurais pu intervenir dans ces molécules pour que les... Voilà. Alors ça, c'est des choses que je peux difficilement prouver. Voilà. C'est un souvenir, je suis très heureux de l'avoir encore en tête, parce que le cerveau, apparemment, il n'est pas fait pour retenir toutes ces choses-là. Ou en tout cas avec difficulté, puisque quand on est dans ces états-là, en fait, on est très fragile physiquement, et donc le cerveau a du mal à intégrer tous ces souvenirs-là qui sont un petit peu pour moi extraordinaires. Mais c'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue, c'est de voir toutes les choses, alors tout l'extérieur de la maison rayonnait comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment, il y avait un morceau de bois, je voyais sa composition. Je ne voyais pas le morceau de bois, mais c'est un peu, j'ai donné l'exemple, un peu le pointillisme, vous savez, donc c'est plein de couleurs, plein de choses, mais quand vous regardez de loin, vous voyez qu'il y a un coquelicot, une marguerite, une chose comme ça, et voilà, c'était vraiment comme ça, la vision, elle se passait vraiment comme ça. Et avec une compréhension de tout, c'est-à-dire je sentais que je pouvais intervenir s'il y avait un problème dans tout ça.
Donc ça, voilà. Puis il y a un autre aussi souvenir qui m'intéresse assez. Et depuis, d'ailleurs, j'ai une envie d'y aller physiquement là-bas. Et ce que je rêve, c'est de prendre une photo vraiment de l'endroit. Et en laissant faire les choses, je pense que je vais réussir à le faire. C'est que pendant toute cette période-là de blancheur dans laquelle je m'amusais vraiment, parce que c'est comme ça que j'ai pris la chose, je me suis vraiment amusé. J'ai décidé aussi d'aller voir si le soleil, alors ça fait un peu poétique à chaque fois que je le dis, mais si le soleil brillait au-dessus des pyramides au Mexique. Et j'ai pas eu le temps de finir de me demander ça, que je me suis retrouvé en fait projeté comme ça, à m'asseoir sur peut-être la première marche en fait d'une des pyramides. Et t'as pu le prouver ça ou quoi? J'ai pu prouver qu'à ce moment-là il y avait du soleil. Voilà, enfin prouver. J'ai pas. C'est vrai que moi j'ai cherché toujours parce que si on m'avait dit bah non, c'est en plein hiver, il y avait comme ça de neige ou je sais pas quoi, et puis donc je me serais dit voilà, c'est un message qui est un petit peu de l'hallucination, mais non, on m'a bien confirmé que c'était le jour et qu'il y avait du soleil à ce moment-là. Après le reste, le prouver, non. Il y a quelque chose d'autre aussi qui est assez magique, c'est qu'à mon arrivée, en fait, alors je pense que c'est un souffle d'air ou je sais pas quoi que j'ai provoqué, mais ça a fait s'envoler un papillon. Et ça m'a marqué. Et ça m'a fait retourner directement d'où je venais, c'est-à-dire dans cette lumière blanche. Moi, j'étais satisfait d'avoir vu ce qui se passait là-bas. Et j'ai pas été plus loin, en tout cas, dans mon souvenir, j'ai pas été plus loin que ça sur ces choses-là. Alors le prouver, ben ouais, j'aimerais bien pouvoir prouver les choses, j'aimerais bien pouvoir... je doute toujours aussi forcément de ces souvenirs, donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est les souvenirs les plus difficiles à moi à vous raconter en fait, puisque du coup là, voilà, je peux pas... mis à part, c'est pour ça que j'ai fait témoigner aussi mes proches dans le livre, pour que ce soit vraiment une autre personne qui vienne raconter ces instants, ces moments, ces choses-là, voilà. Donc ça aussi, ça a été important, de ne pas être seul à avoir eu une impression ou une sensation, voilà. Je sais plus trop où je suis là, mais voilà, t'as répondu, ouais. T'as répondu à la question. T'as rencontré ton grand-père aussi. Oui. Tu dis aussi que tu communiques par l'écriture automatique. Et pourquoi lui en fait? Alors, mon grand-père, effectivement, je vous ai dit que je me suis amusé dès que je me suis retrouvé assis sur cette table, dans cet univers en fait incroyablement agréable, voilà, dans lequel pour rien au monde on a envie d'y ressortir, sauf mis à part, comme je vous ai dit, on m'a fait prendre conscience de petits loupés dans ma vie, et ça m'a perturbé, et je me suis dit je peux pas rester là, alors que voilà, c'est une histoire de conscience, autre chose comme ça, enfin voilà. Mon grand-père, pourquoi? Parce que là, du coup, il m'a tapé un peu sur l'épaule, il m'a dit, mon garçon, t'es pas là pour ça. Parce que ça faisait un moment que je tournais un peu partout, que je faisais un peu ma vie là-dedans. Et il m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y a des... forcément, on a des capacités, on a des choses, voilà, mais il me dit, là, pour l'heure, toi, c'est pas ça, quoi. D'accord? Il dit, là, pour l'instant, t'es pas fait pour être ici. Donc, on va te montrer. Alors, effectivement, c'est lui qui a dirigé cette... j'appelle ça un conseil. Il y en a qui vont dire jugement dernier, peu importe. Enfin, c'était une grande table. C'est lui qui était là en guide. Je m'explique, guide, en fait, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui la retransmet. C'est pas quelqu'un de supérieur. C'est juste moi, je sais quelque chose, je vous la transmets. Je suis votre guide, je vous guide sur... voilà. Mais je suis en rien supérieur. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les guides, en fait. Et donc, lui, il s'est présenté à moi. Alors, pourquoi lui? Ben, je sais pas. Apparemment parce que c'est le guide de ma famille d'âme. On va comprendre ma famille d'âme, c'est-à-dire qu'on a des familles physiques. Mais si on arrive à créer des liens très importants avec les gens, eh ben, on peut se retrouver aussi effectivement de l'autre côté, dans des espèces de groupes et sous-groupes comme ça. Et pour gérer ces groupes-là, effectivement, il y a une personne qui est assez humble et... instruite sur la chose pour pouvoir vous guider, vous apaiser. Ça peut... parce que ça peut faire peur. Je sais que tu parles d'écriture automatique, donc j'ai eu à établir des contacts avec des personnes qui avaient peur, justement, qui étaient dans la peur, qui étaient dans l'incompréhension, qui... j'ai, par exemple, mon ex-beau-père, par exemple, qui a fait une crise cardiaque devant sa voiture. Et donc j'ai communiqué avec lui pour voir un peu où c'est qu'il en était. Et il était ravi de me voir. Alors c'était curieux, hein, parce que
je suis ravi de te voir. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui se passe dans le contact et l'écriture. Mais tout de suite derrière, il me dit, il faut que je te laisse, je suis en retard pour le boulot. Voilà. Et en fait, il était décédé déjà depuis 3-4 jours. Et visiblement, il était toujours devant sa voiture. Voilà. À pester sur je ne sais quoi. Mais voilà, il était bloqué là, en fait. Il n'a pas pris conscience tout de suite que il était mort. Parce que quand je lui ai dit, j'ai eu la moitié de page, c'était de la colère. Des grosses lettres, c'était non, je te dis non. Enfin voilà, c'était vraiment... Et après, il y a eu un apaisement. Parce que d'un coup, il s'est rendu compte. Donc c'est vraiment pour ça, le guide il est là aussi pour justement venir à vous dans ce cas-là et de vous apaiser si toutefois il y avait besoin. Parce que ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est rester justement dans cette espèce d'incompréhension de la chose et puis de tourner en rond pendant des années et des années, quoi. Voilà. Alors après tout, on va dire que c'est pas important puisque de l'autre côté, le temps n'existe plus et quelque part, on a l'éternité pour ça. Mais on a tellement de choses à aller faire intéressantes dans cette lumière, dans cette chose-là. Voilà, il y a autre chose à faire que de rester bloqué sur quelque chose de terrestre. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'apaiser les gens. En tout cas, si on peut le faire avec l'écriture, c'est avec plaisir que je le fais déjà depuis quelque temps. Mais voilà, c'est vraiment... pour être simple, en fait, j'ai entendu tout le monde a droit au repos, mais c'est vraiment ça. Il faut considérer ça vraiment comme quelque chose qui va venir reposer toute la vie qu'on a pu être amené à vivre, quoi. Voilà, c'est vraiment... donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça que je communique là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont peur de la mort, c'est probablement ces personnes qui resteront un petit peu à refuser les choses. Moi, si vous voulez, je suis rentré là-dedans comme là devant vous aujourd'hui, en fait. Voilà. J'ai eu peur à midi. Je me dis, est-ce qu'on va être assez pertinent pour les personnes qui se déplacent et venir nous entendre et du coup, on se jette. Voilà. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut être dans la vie et dans tout le reste, et surtout dans la mort, mais à partir du moment où c'est qu'on l'est dans la vie. Voilà. C'est très important. Il ne faut pas croire que rien ne s'arrête, ça commence. Et à partir du moment que c'est qu'on a ce principe-là en tête, il y a tout un tas de choses qui se débloquent et ça va vraiment, vraiment mieux et plus facilement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur le thème des guides, tu dis un truc assez spécial, c'est qu'ils n'acceptent pas trop le suicide. Ça, j'ai pas trop compris. Pourquoi ? Non, alors c'est pas que c'est pas accepté. Attention. C'est vrai. Quand on est de l'autre côté, donc là, moi je vous ai évoqué le fait de dire je veux revenir pour mes enfants, d'accord ? Alors plusieurs personnes m'ont dit c'est bien mignon, votre discours, moi je peux pas l'entendre parce que j'ai des gens qui étaient autour de moi qui sont pas là, et voilà. Donc pourquoi vous et pas eux, d'accord ? Pourquoi j'ai pu revenir ? Parce que mon corps physique l'a permis. Si j'avais eu un accident de la route ou je sais pas, voilà, j'aurais beau vouloir revenir, en fait, il se passerait rien d'autre pour moi physiquement qui peut se passer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu la réflexion, par exemple, des personnes qui vont être dans des comas très profonds et que les médecins vont dire mais on comprend pas parce qu'il lâche pas. C'est quelqu'un qui veut pas spécialement partir, voilà. Mais son corps par contre il peut pas de nouveau l'accepter pour X ou Y raison. Et donc du coup, on attend que le corps il lâche, et forcément l'âme elle va aller avoir son envie de retour sur autre chose. Donc ce que j'appelle moi la réincarnation, comme beaucoup d'autres. Et le suicide, si tu veux, c'est quelque chose de très sensible, parce que forcément il y a des gens qui sont touchés par ça, et on a du mal à le comprendre, d'accord ? Et ce qu'il faut, c'est se détacher de ça en fait, et considérer la personne comme une personne entière, et ça a été son choix, et il faut respecter ça, d'accord ? Maintenant, la personne, quand elle arrive derrière, effectivement, elle va de nouveau, j'imagine comme moi, ouvrir son livre et dire mince, en fin de compte, j'ai saturé pour telle ou telle chose, mais si j'avais fait ça comme ça et comme ça serait peut-être passé un peu mieux, un peu, voilà. Et le fait de donner la mort, en fait, n'était pas nécessaire. J'aurais pu aller un peu plus loin à faire les choses. Alors du coup, cette personne-là, en fait,
il va falloir qu'elle s'apaise par rapport à cette décision qui est très difficile à ce moment-là, puisque j'ai une petite phrase que j'aime bien pour l'avoir écrite avec mon grand-père, qui m'a dit: t'as vu, en fait, vu d'ici, tout paraît si simple. Et effectivement, c'est ça, on peut être dans des problèmes monstrueux, la maladie, enfin tout ce que vous voulez. Si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, en fait, ça s'illumine un peu, ça s'éclaircit, ça, voilà, et du coup, c'est cette sensation-là que les personnes qui sont parties trop tôt vont avoir de cesse, en fait, à se dire: il faut que j'aille rééquilibrer ça, c'est pas possible, voilà, il faut que je fasse mieux que ce que j'ai pu faire. Il n'y a pas d'amertume ni quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de très, très linéaire. On n'est pas en colère comme on peut être en colère ici, on n'est pas, enfin, c'est assez difficile à comprendre, mais c'est assez, même si on parle d'un suicide, c'est une mort violente, c'est quelque chose, voilà, mais c'est quelque chose de très apaisé quand même. Et donc cette personne-là, en fait, elle va réincarner pour terminer ce qu'elle a commencé. Et là, il y a quelqu'un qu'on a connu avec mon ami par Internet, je ne sais pas si vous connaissez, Emmanuel Page. C'est un médium, un jeune médium du Jura, en fait. Et lui, il a... Comment ? Champagnol. Moi, Champagnol, voilà. Il a une explication qui me va tout à fait. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tant que médium, il a son expérience. Et moi, elle me plaît bien. C'est-à-dire que sur les personnes suicidées et la mort des enfants. C'est-à-dire qu'il explique comme ça, qu'un enfant, en fait, qui va partir d'une maladie à 3 ans, 2 ans, peu importe, 5 ans, et c'est une ancienne âme, en fait, une ancienne âme qui est partie trop tôt. C'est-à-dire quelqu'un qui va se donner la mort parce qu'il est malade et il sait que le but, c'est d'aller à la mort. En fait, il va lui prendre les devants, et bien il va venir finir cette vie. Pour ça que j'aime bien dans ce qu'il explique, parce qu'on a la compréhension justement après d'un enfant qui a 2-3 jours et qui décède. Voilà. Et quand on part comme ça, et ben d'un coup, je me dis, c'est quand même plus apaisant, en fait. Voilà. Après, je me mets à la place des parents, forcément. Je me mets à la place de... Et à savoir que les décès, ils sont là aussi pour vous apprendre des choses, pour apprendre la fragilité des choses, pour apprendre tout un tas de choses. En fait, on grandit dans ces événements-là. On grandit pas dans le bonheur. Si vous étiez tous dans le bonheur, dans l'argent, dans le truc, vous seriez... voilà. Non, on va grandir dans tous ces moments-là. Et moi, je trouve intéressant de croire un petit peu en cette version des choses. 1, ça apaise le décès de quelqu'un qui est parti trop tôt. 2, ça apaise le décès de quelqu'un qui est parti trop tôt aussi, en tant qu'enfant. Voilà. Mais c'est pas que c'est pas accepté. C'est peut-être je l'ai peut-être mal expliqué ou quoi, mais non, je sais pas. Quand on dit c'est pareil, le paradis, l'enfer, tout ça, moi je vous le dis, aujourd'hui tout le monde va au même endroit. Parce que c'est le ressenti que j'en ai, et j'étais pas forcément un ange, et donc du coup pourquoi je me serais retrouvé dans cette lumière plein d'amour, plein de tout ce que vous voulez. C'est juste que en me retrouvant là-dedans, ça m'a fait réfléchir sur moi-même et changer. Et donc du coup, même si j'avais été un meurtrier ou peu importe, un dégueulasse, je me retrouve au même endroit et je fais un bilan sur ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'ailleurs, parce que ça fait remettre en question les gens. Et du coup, en retour, je crois qu'on est meilleur. Enfin, il me semble, en tout cas sur les réincarnations. C'est l'évolution, et normalement on est censé être meilleur. Alors le petit jeu de tout ça aussi, c'est que vous allez préprogrammer votre vie. Souvent des gens me disent: non, moi je peux pas entendre que ma vie elle est programmée de A à Z. Je vais vous dire que si, et par contre elle n'est pas programmée par qui que ce soit, c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui l'avez programmée. Vous avez décidé de venir vivre une vie de femme, voilà, avec des enfants, sans enfants, peu importe. Le souci c'est qu'à la naissance, en fait, tout ça s'efface. Et là après on est devant un problème, c'est-à-dire que vous avez une vie, donc un chemin de vie, et si vous voulez être bien en fait dans cette vie-là, il faut vous retrouver vraiment dans ce que vous avez souhaité être et faire. Et puis vous avez le cerveau, le libre arbitre de ce que vous voulez, la société qui va essayer
qui va essayer, en fait, elle le fait peut-être pas consciemment, mais en fait, elle va vous écarter de ce chemin. Et à chaque fois, en fait, il faut essayer de se remettre sur ce chemin et comprendre pourquoi je suis là. C'est l'instinct, en fait, c'est ça le guide. C'est ça. Mais l'instinct, c'est toi. Enfin, je dis toujours, faut pas avoir peur de se retrouver tout seul. Ouais. Parce qu'on est un physique et on est un énergétique. Et pour moi, l'énergétique, c'est l'instinct, c'est celui qui te parle, mais l'énergétique, c'est tout le reste du monde. Voilà. Et donc, c'est comme je disais, quand on est dans cet état-là, on a la réponse avant la question. Bah, si tu écoutes vraiment ton instinct, sur n'importe quelle question, tu vas répondre que par oui ou par non. Et en général, ça suffit. Après, il y a le libre arbitre qui va dire, bah oui, je veux quitter mon boulot pour X ou Y raison. Donc au fond de toi, oui, tu vas le quitter, tu veux le quitter, mais après, bah, si tu laisses faire, bah, on va dire, bah non, parce que là, il n'y a pas de travail, tu as bien de la chance d'avoir du travail, il faut rester comme ça, il faut rester ici. Après, tu n'as plus qu'à aller chez des médecins, prendre des cachets parce que tu supportes pas ton nom. Voilà, et puis c'est un engrenage. Donc du coup, l'instinct, c'est ça, c'est l'intuition, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on est, nous, au fond de nous-mêmes, c'est vraiment ça. Vous pourrez faire l'expérience, vous l'avez déjà faite, sur des gros soucis, posez-vous les questions. Moi, ça en général, c'est le matin, quand je me réveille, voilà. Je me pose une question existentielle, j'ai tout de suite la réponse. Je sais pas, j'ai un projet de faire X ou Y truc, et voilà. Je le fais ou je le fais pas. Non, voilà, je cherche pas plus loin. Je sais que c'est pas bon pour moi. Si j'insiste, ben, ça va être des galères, ça va être des trucs, ça va être des... Voilà. Quitter mon boulot, oui, voilà. Si je reste, je sais que ça va être... voilà. Et que si je pars, ben, il y a autre chose qui va s'ouvrir et je vais me retrouver de nouveau sur mon chemin. Ben, voilà, c'est un peu... Donc, c'est hyper important de se laisser guider par soi, en fait. Tu as mis du temps à réussir à t'écouter correctement, à écouter cette intuition correctement, ou ça peut arriver d'un coup comme ça ou... Mais j'ai encore du mal aujourd'hui. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est un chemin continuel, quoi. Ouais, parce qu'avant, c'est pour ça que j'insiste bien, avant cette expérience-là, j'étais vraiment complètement à l'inverse de ce que je peux raconter là aujourd'hui. Et on a toujours des doutes, on a toujours des choses, on a toujours des... Voilà. Donc j'ai aussi encore, moi, un peu de mal à... Des fois écouter mon instinct. Ouais. Mais comme je sais que du coup quand je tombe dans une galère, je me dis voilà, bah, ça a fait que confirmer ce que je pensais. Donc forcément après je retourne où je dois être vraiment et ça se passe plutôt bien. Mais c'est très difficile, c'est au quotidien. Et ce que je peux conseiller c'est la méditation. Alors, j'en ai fait un temps assez, puis là bah, j'en fais un peu moins. Mais il faut que je m'y remette. Et vraiment là on va se recanaliser et du coup, on se retrouve dans sa vie facilement. Ouais, vraiment. D'accord. Tu parles d'être tout, de combler le vide. Oui. Quand tu es dans la lumière blanche. C'est ça. Je comprends pas trop. Quand je me suis retrouvé chez moi, par exemple, avec les enfants, tout ça, donc j'avais une image, en fait, je les voyais, voilà. Comme là, par exemple, on peut être dans la salle. Et quand je dis on a cette impression d'être tout, c'est-à-dire que sans même regarder, j'étais l'espace qui vous sépare tous. Ben voilà, vraiment jusqu'au plafond. Voilà. Considérez ça vraiment. Voilà, là, peut-être je bouscule quelqu'un. Voilà. Et dans cette sensation-là, qui est très difficile à comprendre, mais par exemple, au bout de la salle, vous faites ça. Voilà. Ben comme mon environnement, puisque c'est moi que vous bousculez en faisant ça. Voilà. Je sais exactement ce que vous faites, comment vous faites. Je peux focaliser en fait sur. Et ça, c'est quelque chose de curieux parce que comme on est, après on peut aller porter l'intention sur ce qui se passe. Et vraiment, et ici, et de l'autre bout de la planète. C'est la sensation que j'en ai eue vraiment. C'est qu'on remplit, en fait, quand on est de l'autre côté, tout l'espace libre qu'il y a entre le physique, minéral, enfin voilà, tout ce qui n'est pas solide, en fait, donc toute l'air, voilà. Il peut être rempli par les énergies. Les énergies qui sont plus physiques, en fait, voilà. C'est vraiment sur ces questions-là, voilà, quelles sensations on ressentit. Et c'est des déplacements rapides et c'est pas des déplacements comme on peut les faire. C'est-à-dire qu'au fond de la salle, il fait comme ça avec son oreille, je suis sur son oreille, je peux focaliser dessus. Mais je me suis pas déplacé quelque part. Je suis encore ici, mais je suis là-bas. Enfin, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Il y avait aussi, dans un premier temps, comme un espèce de brouhaha. Alors, on entend tout un tas de bruit, mais c'est pas... ça fait pas mal à la tête, mais si vous voulez, voilà. Puis après, eh ben, je focalise sur quelque chose et hop, j'entends une conversation. Je peux... enfin, voilà. C'est vraiment
dans cette lumière-là, c'est comme ça que j'ai ressenti le monde. Et t'as réussi de faire ça ici maintenant ou pas? Non. Non. J'ai bien voulu participer par contre à une expérience scientifique qui est en train de se mettre en place. Ils veulent placer des expérienceurs sous hypnose pour les renvoyer à ce moment-là. Donc avec des capteurs, des trucs, enfin voilà, faire tout un tas de prélèvements. Et ça m'intéresserait assez, justement, de revenir, d'essayer de me faire reprojeter à ce moment-là, mais par quelqu'un d'autre, pas aller expérimenter ça moi tout seul. J'ai encore pas approché la chose parce que il y a beaucoup de personnes qui vont parler de sortie de corps, sortie astrale, personne n'explique clairement comment faut faire, donc ça me paraît un peu abracadabrant. Mais ça m'intéresserait assez de refaire une visite. Ouais. Mais voilà. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui, important, j'avais très peur de la mort, je peux y retourner à n'importe quand. Toujours pareil avec ces sensations, forcément j'ai des enfants, donc l'intérêt c'est que je sois avec eux pour les voir grandir. Mais si vous voulez, sur cette peur, sur cette crainte, sur cette... moi je suis complètement débarrassé de tout ça et là je me sens vraiment bien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai souhaité à tout le monde, parce que j'étais quelqu'un qui avait très peur de la mort, vraiment, même à m'empêcher de faire des choses sous ce prétexte-là. Enfin, c'est vraiment... Alors, je ne mettrai pas ma vie en danger, ça c'est clair, je ne me donnerai pas la mort non plus, mais je l'attends sereinement, en fait, et ça m'inquiète absolument pas. Voilà. C'est bon? Ouais, bon. À toi. J'ai un peu soif. Tu fais ça, tu veux boire un peu? Non. Tu parles beaucoup de la religion aussi. Oui. C'est un sujet assez... beaucoup, non, il y a 5 lignes dans le livre. Oui, mais c'est quand même assez impactant, moi je trouve. Ça m'a fait réfléchir quand même. Ça a été difficile, ouais. Tu voulais dire? Vas-y, oui, justement, explique-toi là-dessus. La religion. Alors, à savoir la religion, j'en parle. Pourquoi? Parce que dans le questionnaire, on me demande ce que j'en pense. Donc, du coup, j'apporte une réponse. Dans le livre, vous remarquerez, il y a 5 lignes, pas plus. J'ai pas voulu en parler plus. Pourquoi? Parce que 1, ça m'intéresse pas. Vraiment. Et 2, ce que j'ai à dire, ça peut que perturber des personnes qui, à l'inverse de moi, ont d'autres opinions là-dessus. D'accord? Donc moi, ce que je peux en dire là-dessus, c'est que pour moi, la religion, avant mon expérience, elle était inexistante et en tout cas ça m'intéressait absolument pas. C'est toujours le cas aujourd'hui, bien plus. D'accord? Donc ça c'est une chose. Maintenant, on me dit vous croyez en rien? Non, je crois en cette fameuse énergie dans laquelle je me suis retrouvé. Maintenant on a un souci, c'est qu'on appelle ça Dieu. Et pour moi Dieu, c'est représenté par les religions, par les choses comme ça, et ça me convient pas. Donc du coup, j'ai un peu de souci avec ça. Simplement vous dire que il y a des choses très intéressantes qui se disent là-dessus et que c'est bien de s'ouvrir à autre chose que la religion. Pour moi, la religion, c'est des personnes qui ont récupéré une sensation ou un message et qui vont le déformer au fil du temps. Voilà. Donc sans vouloir blesser qui que ce soit, c'est à peu près ce que je pense de la religion. Je suis d'accord et j'accepte tout à fait que les gens soient croyants et qu'ils aient besoin d'une religion quelconque pour s'apaiser, pour se trouver bien, pour la spiritualité. Moi, ce que j'ai juste à dire là-dedans, c'est que allez chercher au fond de votre cœur, en fait, et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de tout ça. Et ça arrangera bien les problèmes, parce que en théorie, quand on est dans cette lumière, donc je suis censé être mort, jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que le livre il s'appelle L'heure venue, plus personne ne se posera la question. C'est ce que je vous ai dit au début. Je prétends pas avoir la vérité absolue. Peut-être que moi, quand je vais y retourner, je vais dire non, c'était pas ça. Mais en attendant, je peux pas vous dire autre chose. Ça conforte ce que je pensais déjà avant, donc ça m'aide un petit peu. Je connais des personnes, par contre, qui sont justement à se remettre en question par rapport à ce qu'ils pensaient, par rapport à ce qu'ils croyaient jusque-là. D'autres qui vont être plus renforcés dans leurs croyances au vu d'avoir lu mon livre. Ça, peu importe.
Moi, ce que je veux pas me transformer en quelqu'un qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est non. Voilà, moi je vous dis juste que j'ai fait cette expérience-là. Il y a une lumière donc universelle. On va pouvoir mettre le nom de Dieu si vous voulez dessus, c'est pas le problème. Mais c'est le partage, c'est l'amour, c'est tout ça. C'est en fait, on va tous dans la même direction, tous dans le même sens, dans le respect, dans toutes ces choses-là. À partir du moment que c'est que la religion, entre guillemets, va avoir ce discours, moi ça me déplaît pas. C'est après, quand on va chercher à différencier Pierre, Paul, Jacques, voilà, ça me pose des soucis. Voilà, c'est tout. Donc, voilà ce que je peux dire sur la religion. Bon, après, si toutefois vous avez des questions, on verra à la fin. Yes. Moi, j'ai une dernière question. Tu décrirais comment ta mission de vie maintenant, aujourd'hui? T'as quoi, tu dis? Ta mission de vie. Parce que pour toi, par rapport à ce que tu étais avant, et aujourd'hui ce que tu fais, on n'entend pas. On n'entend pas. Ma mission de vie. Ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'être à l'aise dans mes chaussures et dans ma vie. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est ça. Ce que je veux vivre aujourd'hui, c'est la tranquillité, la sérénité, dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que dès que je me retrouve devant quelque chose qui va pas me plaire, ou qui va me mettre en défaut, voilà, je vais pas donner d'énergie pour ça. Je m'en détourne et je mets toute mon énergie dans ce qui me plaît. Et dans ma vie, alors ça peut paraître un petit peu vivre sur soi et puis pas s'occuper des autres, c'est faux parce que j'essaye déjà de me remplir moi d'une vie agréable tous les jours. Et puis ça me permet de m'ouvrir aux autres, ce que j'étais pas avant, justement, du fait d'être magnétiseur, c'est pareil. Moi, les petits soucis, les petits tracas des voisins, des choses comme ça, avant 2009, fallait pas m'en parler, chacun ses problèmes, et voilà. Aujourd'hui, on peut me téléphoner à 23h, je me suis brûlé le doigt avec une gamelle, voilà, je prends 10 minutes pour vous, et je m'occupe de tout ça, et c'est ça qui a changé ma vie, cette expérience-là, elle a fait ça dans ma vie, c'est-à-dire être ouvert aux autres, vraiment prendre du temps, savoir prendre du temps. Quand j'ai pas de temps, forcément mon téléphone il sonnera et vous serez sur la messagerie, parce que c'est pareil, je garde du temps aussi pour moi, c'est pas non plus, je suis pas là non plus 24/24 pour tout le monde, mais j'essaye d'être le plus possible disponible et de contenter tout le monde, et en tout cas moi de me sentir apaisé dans ma vie par rapport à ça. J'ai souvent d'ailleurs maintenant cette question à savoir mon entourage, à savoir s'il est bien. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tout va bien? Tu es heureux? Voilà. Parce que du coup, j'ai plus envie de me faire une fausse idée de la vie. Et d'avoir l'impression, jusqu'avant 2009, d'être bien, comme tout le monde, super, voilà. Et puis quand on regarde vraiment profondément, on s'aperçoit que les gens qui sont autour de soi sont pas vraiment bien. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui... Donc voilà, moi c'est ma vie, et j'espère la vôtre aussi. Voilà, la plus sereine possible, et j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est un petit peu voilà ce qu'on s'est mis un peu en tête là pour aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, on prend du plaisir à faire les choses, ou alors on reste chez soi quoi. Et moi aujourd'hui, j'avais peur, vraiment, peur, c'est pas une appréhension, mais là depuis qu'on parle, je prends voilà, c'est vraiment du bonheur pour moi en fait, voilà, ça me remplit de quelque chose. J'espère que ça vous le renvoie aussi, mais c'est vraiment essentiel, voilà. C'est d'être là aujourd'hui, on a fait ça et on est bien quoi. On est bien dans ses chaussures, dans sa vie quoi. Je sais pas, j'ai répondu. C'est tout bon. Ouais. Bon voilà. Reste qui continue comme tu veux. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Je voulais savoir combien de temps avait duré cette expérience de mort imminente. Alors, le temps c'est très difficile, je ne peux pas vous dire exactement, sauf qu'il me semble avoir été opéré à 22 heures, d'accord? Et sur les 12 heures qui ont suivi cette heure-là, j'ai fait une vingtaine d'arrêts cardiaques. Parce que je ne voulais pas trop expliquer, effectivement au départ, quand j'étais opéré, ils m'ont donc ouvert pour pouvoir travailler sur le péricarde. Le problème, c'est que le péricarde a cédé parce qu'il y avait plus de 6,5 litres de liquide autour de mon cœur. Et si vous voulez, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il était sous pression comme ça. Et donc, du coup, de se retrouver libéré de toute cette pression-là, ça a créé en fait
des chutes de tension. Voilà. Donc, si vous voulez, un premier arrêt cardiaque, ils m'ont réanimé. Ça tenait, je ne sais pas combien de temps vous dire. Il y en a un deuxième qui arrivait. Voilà. Alors après, sur la période, il paraît que quand on fait un arrêt cardiaque et qu'on est réanimé, il se passe à peu près 3 minutes. Mais bon, après, je sais pas. Et si vous voulez, dans mon expérience, j'ai pas eu la sensation d'avoir de coupure ou de choses comme ça, mis à part que je suis revenu périodiquement dans cette lumière blanche. Alors peut-être que voilà, chaque retour dans cette lumière, c'est peut-être un départ d'une nouvelle, ou je sais pas. Mais j'ai pas eu la sensation vraiment de coupure. Moi, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et je me suis réveillé derrière ça. Voilà, le film n'a pas été coupé. Et sur le temps de l'expérience, là, je peux pas vous répondre vraiment. Ouais. Mais voilà, bah de rien. D'autres, oui. Est-ce que médicalement, habituellement, ils font autant d'électrochocs aussi souvent? Est-ce que c'est courant? Non. Voilà. Non, voilà. Alors, c'est une infirmière qui m'a expliqué ça, parce que j'étais aux soins palliatifs. Mes voisins de chambre, ils avaient 85, 90 ans, enfin voilà. Et donc j'étais un petit peu la bête de foire, quoi. Pour le service, un jeune, j'avais 36 ans, voilà. Et une infirmière qui m'a lâché ça comme ça, enfin voilà, elle était peut-être pas censée me le dire, mais elle m'a dit, ah bah vous savez, on s'est acharné sur vous, voilà. Ils ont spécifiquement mis une surveillance, voilà, parce qu'ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'ils faisaient un choc, et ben ça repartait. Donc du coup, ils se sont dit, on va essayer, voilà, jusqu'à ce que ça ne puisse plus. Pourquoi? Parce que j'étais jeune et j'avais 2 enfants. Voilà. Et ils ont trouvé intéressant de s'acharner. Mais quand je vous dis une vingtaine, voilà, je suis peut-être loin du compte. Hein. Mais c'est vraiment... il y a eu, oui, un acharnement, en fait. Voilà, parce qu'ils ont jugé bon aussi, peut-être que physiquement, ça pouvait le faire. Mais les premières analyses qu'ils ont faites quand je suis arrivé à Dijon, ça c'est un infirmier de nuit qui m'a dit, on a rigolé parce qu'on avait toutes vos analyses et on les donnait aux internes, tout ça, puis on dit tiens, donne un âge à la personne. Et on m'a donné 74 ans le plus jeune. Voilà. Et pour le plus vieux, ben, voilà. Donc si vous voulez, tous les organes vitaux, toutes les choses comme ça, tout était à plat, tout était voilà. Et ils se sont quand même acharnés. Voilà, sur moi, merci d'ailleurs. Mais... On pourrait peut-être penser qu'intuitivement, eux aussi avaient quelque chose vis-à-vis de vous. Il fallait que ça marche comme ça. Il n'y a pas de hasard. Ouais, voilà. Il n'y a pas de hasard. Moi, souvent, je me dis pourquoi j'ai vécu ça à ce moment-là et ça. Bon, j'étais dans l'erreur, voilà, que ce soit dans mon boulot, partout. Et si vous voulez, il y a des petits signes, des intuitions, comme tu parles. Il faut que j'arrête, il faut que je change, il faut que ci, il faut que ça. Mais bon. On passe une bonne nuit, puis on retourne dans nos démons de la veille. Et puis, moi, il a fallu me mettre un coup de maillet. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'essentiellement, voilà, le service médical qui était là en place, il n'était peut-être pas là par hasard. C'est peut-être quelqu'un qui a simplement dit, on va s'acharner sur lui, alors que si personne ne l'avait dit, je ne serais plus là pour vous parler. Mais voilà, de toute façon, toutes les rencontres qu'on peut faire, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment, on est vraiment, voilà. Je voulais savoir si avant 2009, est-ce que vous avez parlé d'hypersensibilité ou pas du tout? Est-ce que vous sentiez déjà que, oui. Je sais pas, il y avait des sensations, vous étiez plus sensible que d'autres sur plein de trucs ou pas du tout? Oui, c'est depuis l'enfance, je suis hypersensible, voilà. Et, donc c'est loin. Mais j'ai réussi à mettre des mots sur ma sensibilité, bien sûr après 2009, et pas tout seul, avec l'aide donc d'une magnétiseuse sur Dijon, parce que si vous voulez, moi-même dans un magasin, voilà, avec le caddie, vous êtes derrière moi énervé, voilà, je sens des trucs, et je suis pas bien, et je me mets en colère après mes gamins, alors que c'est votre colère que je reçois. Et donc voilà, ça c'est depuis toujours en fait, vraiment hypersensible dans les deux sens, c'est-à-dire autant dans la haine que dans l'amour, voilà. Et ça, après 2009, voilà, j'ai été voir une magnétiseuse, en fait. Alors, j'y croyais absolument pas, parce que, pour preuve, c'est mon ex-compagne m'a dit, je vais t'envoyer voir cette femme-là, tu verras, elle va mettre des mots sur ce que tu vis, c'est une chamane, c'est, voilà, tout ça. Pour moi, c'était de
de la clownerie, quoi. Je lui dis, ben, écoute, juste pour te montrer que tout ça c'est de la connerie, ben, je vais y aller, mais c'est toi qui payes. Je ne paye pas ça. Et un petit truc, je me rappellerai toujours aussi, elle d'ailleurs, j'ai dit, tu vas voir, ta guignole, enfin je sais pas comment je l'appelais, mais j'avais aucun respect par rapport à ce qu'elle pouvait faire ou ce qu'elle pouvait m'apporter. On traversait la route et j'ai dit, quand elle va ouvrir la porte, elle va se retrouver devant son maître. Voilà. Parce que bon, j'avais un peu ce discours-là, je suis, voilà. Mais c'était sur le ton ironique, voilà. Elle ouvre la porte, elle fait, ah, quelle lumière! Alors du coup, ça m'a fait rire, puis j'ai dit, tu vois, je te l'avais dit. Alors bon, elle comprenait pas ce qu'on avait entre nous, j'allais pas lui dire, ben, je te prends pour une moins que rien, et voilà. Et bon, du coup, on fait un soin. Je reste un peu perplexe, mais du coup, elle me dit deux, trois petites choses qui sont assez pertinentes. Et je m'aperçois qu'en sortant de chez elle, je suis bien. C'est-à-dire que toutes ces pressions, toutes ces lourdeurs que j'avais, ben, je les ai laissées chez elle. Donc rien que pour ça, en fait, je me suis dit, ben, c'est intéressant, parce qu'elle me dit qu'il faut retourner une fois, alors je vais retourner. Et j'y suis retourné. Bon, depuis, on est amis. Et elle m'a initié à tout ça. Et j'ai changé complètement d'avis sur ces pratiques-là, malgré tout, qui est encore dans la nature quelques rigolos. Mais ça, après, chacun fait son chemin. Mais voilà, du coup, oui, la sensibilité, alors, j'écris automatique. Alors, c'est grâce à mon amie, parce qu'elle m'a forcé à faire ça. Elle me dit, tu as une énergie supplémentaire, alors essaye, ça va marcher. Alors j'essaye et puis ça marche. Voilà, je découvre tout un tas de choses qui sont pour moi nouvelles et extraordinaires, mais il m'arrive aussi d'avoir des perceptions médium, des choses comme ça. Mais je suis encore pas à l'aise avec ça. C'est-à-dire que dès que je lâche prise, voilà, que je suis avec la personne, je lâche prise, voilà, il arrive des choses. Mais je suis toujours à me dire, est-ce que je lui parle de ça? Est-ce que j'ose lui dire, je vois ça pour vous, je sens ça pour vous? Parce qu'on a toujours peur, j'ai toujours peur de passer pour un charlatan. Et ça, c'est vraiment important. Quand j'ai commencé à magnétiser, en fait, j'ai créé un blog. Et il était impératif pour moi que les personnes qui passaient sous mes mains mettent un commentaire ou un témoignage. Alors qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Il y en a au fond, là-bas, ils en ont mis des bons aussi. Mais c'était important parce que faire quelque chose, décider de s'ouvrir pour les autres et donc mettre des noms sur ses sensibilités et s'en servir pour au quotidien aider les autres, il faut que ça soit pertinent. Moi, il faut que ça fonctionne. Quand on m'appelle, on me dit j'ai un zona. Moi, pour moi, le zona, faut qu'il dégage au bout de 3 jours. Sinon, ça va pas. Ça me perturbe. Voilà. Et je cherche toujours, je lâche pas. Bien souvent, j'ai eu le cas. Je vous dis pas que je suis à 100% dans ce que je fais. Alors bien souvent, il y a des personnes pour qui ça fonctionne moins bien. Et je trouve dommage parce que moi, j'insiste et c'est eux qui me lâchent. Voilà. Donc, mais vraiment, voilà, les sensibilités, elles sont là depuis tout petit, effectivement. Et elles sont très, 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 très ancrées. Après, il y a les histoires de tour vibratoire. Oui. Non, mais non, allez, dites, allez-y. Je voulais savoir, quand vous étiez dans la lumière, est-ce que vous étiez partout sur Terre ou partout dans la lumière? Même temps. Je comprends, oui. Pour moi, en tout cas, les souvenirs que j'en ai, ça reste terrestre, d'accord? C'est-à-dire que j'ai pas mémoire d'avoir voyagé dans des galaxies, dans des choses comme ça, dans des mondes autres que celui que je connais qui est sur Terre. Voilà, c'est un peu ça votre question, hein? Ouais. Non, vraiment, c'est resté vraiment terrestre. Mais avoir cette impression d'être partout, quoi. D'être tout. C'est-à-dire que même si je me retrouvais là au milieu, j'ai vos pensées, j'ai vos sensations, et c'est vraiment curieux parce que je peux vous faire du mal, par exemple, et je vais ressentir ça. C'est pour ça que je comprends bien le côté. Si je te fais du mal, c'est à moi que je le fais. Mais c'est vraiment comme ça que je le prends aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose de très, très lié. On est séparés uniquement là aujourd'hui. C'est curieux. D'ailleurs, on n'a que de cesse de se mettre en couple. C'est quand même voilà.
on est divisé en fait là aujourd'hui, et on se retrouve voilà tous avec forcément une entité bien à soi, hein, c'est-à-dire dans cette lumière-là, je sais que je suis tout, je sais que je suis avec tout, enfin avec il y a d'autres aussi, je suis pas le seul. Je suis pas le seul, on fait il y a tout un groupe, mais j'ai aussi ma propre identité, ça fait physique, mais je sais que dans ce tout, en fait, je sais me déterminer dans ce tout-là. En fait, je suis pas vraiment mélangé. Enfin, c'est quand même assez, voilà, c'est difficile de pouvoir vous expliquer. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis, mais voilà. Enfin, en tout cas, pour votre question, non, j'ai pas eu de perception sur d'autres mondes ou d'autres galaxies ou même la Lune ou peu importe. Voilà, c'est resté vraiment terrestre pour moi en tout cas. Sans parler d'autres mondes, il y en a qui voient des paysages avec beaucoup de fleurs, avec des petits-enfants qui s'amusent, avec une joie de vivre, parce que instantanément on se projette d'un endroit à l'autre. Vous voyez ? Oui. Ben, cette sensation, je l'ai eu, enfin, ce truc acidulé, coloré, tout ça, je l'ai eu avec mes pieds de tomate. Vous voyez, c'est pas une perception terrestre normale que j'ai eue. D'accord ? On peut considérer ça comme quelque chose d'assez différent. Mais j'ai pas le souvenir, comme certains vont dire, j'ai traversé des lacs voilà, sur des bateaux ou courir dans les champs, dans les trucs, voilà. Ou que ça soit vraiment festif autour de moi. Non, c'est resté très, j'ai envie de dire, très basique, très terre à terre. Avec peu de personnages rencontrés. Oui. Ma famille, parce que j'ai décidé de la voir. En fait, C'est ce que vous décidez. En tout cas, pour mon cas, c'est ce que j'ai décidé. J'ai rien vu d'autre que ce que je n'ai pas décidé, mis à part quand je me suis retrouvé devant ce conseil, à laquelle participaient d'autres personnes que j'ai pas forcément cherché à voir immédiatement. D'ailleurs, il y a une question qui me perturbera toujours, c'est que j'avais une amie en fait qui est décédée d'un cancer du sein. J'ai cherché à la voir, en fait, pendant ce conseil. Je me suis dit, tiens, je veux la voir. On m'a dit, non, elle n'est pas disponible. Mais je peux rien dire d'autre là-dessus. Et je sais que je ne l'ai pas vue. On ne m'a pas donné l'occasion de pouvoir la voir. Et je reviens avec ça. Voilà. C'est vraiment à dire, ben non, elle n'est pas disponible. Et, voilà. Donc je ne sais pas expliquer non plus le pourquoi de son indisponibilité. Mais voilà. Et une autre remarque aussi, c'est que j'ai pas eu de présence d'animaux. J'ai croisé aucun animal, que ce soit des oiseaux, chiens, chats. J'ai pas eu de perception animale. Mais le guide, enfin, ou les guides, vous les voyez comment ? Alors, pas comme vous nous voyez nous là. Non, c'est un peu comme voilà, je place ma main là en fait, voilà. Imaginez simplement un visage de quelqu'un, voilà, dans le coin de l'œil. Vous voyez le visage. Moi, mon grand-père s'est présenté à moi, il avait une 40aine d'années. C'est-à-dire dans ses beaux jours, enfin voilà, en forme et tout ça. J'ai une explication là-dessus, c'est que juste que l'intérêt du guide, c'est venir à vous pour vous apaiser, vous tranquilliser, enfin vous voilà. Donc du coup, voilà, et il est arrivé comme ça, et ça fait un peu comme une expérience un peu médium, si vous voulez, c'est-à-dire que souvent on va vous dire, ah bah je sens quelqu'un à côté de vous, mais il a une montre chrono, et si vous voulez, je ne veux pas voir la personne. Mais on va nous montrer un devant de bras avec une montre chrono, juste pour que vous puissiez reconnaître. Et si vous voulez, c'est ça en fait. Toutes les personnes non physiques que j'ai pu croiser, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'était des visages, pour que je m'aperçoive qu'en fin de compte, c'est bien cette personne-là. Et des petites parties d'eux pour qu'on puisse reconnaître voilà, la personne. Mais c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui va se rematérialiser comme... parce que pour preuve, c'est que même moi, en voyant mon grand-père, je ne me vois pas. Enfin, je sens que j'ai mes mains, comme je vous expliquais. Je pourrais même essayer de lui mettre la main sur l'épaule et je sentirais que je suis sur son épaule. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Dire, je suis content que tu sois là. Mais tout ça, je ne vois pas. Je vois juste un... Donc tout ça, c'est dans une masse blanche. C'est un blanc très lumineux, ce qu'on explique là vraiment... très très pur, très voilà, voilà. Et là-dedans en fait
en transparence ou enfin quelque chose comme ça qui vient réapparaître, soit, alors je sais pas comment ça se passe, hein, mais voilà, on arrive à déterminer dans cette lumière, voilà, un visage. Et après ça, en fait, les conversations, les choses comme ça, c'est intuitif, c'est le ressenti, c'est pas une conversation comme on pourrait avoir là maintenant, c'est vraiment, c'est dans le calme et voilà, et ça passe. C'est télépathique, voilà, mais c'est. Mais vous n'entendez pas parler, c'est par. Ben c'est ambigu, c'est que ils m'ont parlé, voilà. Alors, eux forcément n'ont pas de bouche pour parler, moi j'avais pas d'oreille pour entendre. Donc si vous voulez, moi je pense que c'est le cerveau qui ramène ça comme ça. Je suis obligé de vous parler de paroles et puis d'entendre. Mais comment ça se passe concrètement, je sais pas vous dire, mais les mots les plus justes en fait, ça va être ceux-là. Mais il faut vraiment se débarrasser de ça. Ce que j'explique dans le livre, vous voyez, j'ai des lunettes, je les enlève, le premier rang, je le vois pas, quoi. Enfin, toutes les personnes sont floues. Dès que je me suis retrouvé dans cette sensation-là, j'ai décidé d'aller voir le pont là-bas. Voilà. Ben, je pouvais focaliser vraiment avec une netteté. C'était même impressionnant de se dire waouh, mais je regarde dans l'angle, je vois vraiment toutes les aspérités si je décide de les voir. Si je recule pour être un peu plus. Et voilà. Et puis l'ouïe, c'est pareil. C'est à entendre une feuille d'un arbre tomber. Voilà. Si vraiment je porte mon attention dessus. Donc, si vous voulez, on passe plus par ces choses-là physiques qui, pour moi, c'est restreint, en fait. Voilà. On est quelque chose d'énergétique, en fait, dans un corps qui est trop au début de sa fabrication, quoi. Voilà. C'est vraiment le cerveau, le pauvre, il comprend pas tout ce qui se passe, quoi. C'est vraiment comme ça que je comprends ça aujourd'hui. Trop d'informations, il n'arrive pas à les gérer donc en fait il coupe. Et c'est pour ça que la méditation c'est intéressant, parce que la méditation j'enlève le cerveau et je laisse place un petit peu à tout ce qui se passe. Et si j'arrive à avoir après une compréhension de tout ça, ben, j'avance beaucoup plus vite qu'avec ma tête. Mais comme depuis tout petit on vous dit qu'il faut avancer avec votre tête, ben, voilà. Et à partir de quel moment vous avez compris que vous pouviez correspondre par l'écriture automatique avec le grand-père je vous dis, c'est mon amie en fait qui le faisait elle, pour elle depuis longtemps apparemment, avec des résultats plus ou moins probants, quoi, difficiles. Et si vous voulez, ce que je voulais parler, c'est le taux vibratoire. Je ne sais pas si vous connaissez le taux vibratoire. Et chaque être humain, en fait, on peut mesurer son taux vibratoire. Donc c'est l'énergie, en fait, qui nous anime. Et pour mon cas, en fait, il est devenu très, 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 très haut. D'accord ? Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'avait suggéré, en fait. Elle me dit, écoute, essaye, puisque tu as beaucoup d'énergie, puisque ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Pour nous, pas tant que ça, mais en fait, pour la personne qu'on essaie de contacter. Et plus on va être fort, en fait, plus ça sera facile pour elle. C'est un peu comme si je m'avançais pour vous donner le plateau, plutôt que de vous laisser venir le chercher. Et du coup, voilà, on s'est aperçu de ça, quoi, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, quoi. Je fais ça pour moi, dans mon intime, on va dire. Je me suis aperçu que c'était mon grand-père avec qui je communiquais, donc quand ça passe pas par lui, j'arrête tout de suite. Mais normalement, toutes mes communications, elles commencent par il se présente en tant que René Médina, et je sais que c'est lui derrière. Il est capable de me passer d'autres personnes, puisque du coup, quand j'écris, moi j'ai dans la tête en fait une demande bien particulière, et derrière elle me dit oui, tiens, un tel est là. Alors soit la personne n'est pas assez forte pour communiquer directement, c'est lui qui me retransmet les messages. Et sinon, j'ai la personne directement. Alors c'est assez perturbant pour moi, hein, parce que c'est des choses qui restent quand même du domaine de la magie. Hein. Enfin voilà, comme je vous ai dit, avant 2009, moi, il ne fallait pas me parler de tout ça. Et là, je me retrouve à faire tout ça, donc voilà, c'est assez compliqué. Mais c'est à peu près 1 an ou 2, je commence un peu à m'ouvrir aux autres, parce que je prends confiance en ce que je reçois. Et jusque-là, ça a été plutôt positif. C'est comme le magnétisme, c'est pareil. Pour moi, c'est important.
si vous voulez, j'ai du mal à accepter ces demandes de messages. Pourquoi? Parce que bon, je l'accepte pour faire plaisir, mais après je l'ai dans les mains, et je me dis, bon, c'est pas le tout d'aller écrire qui va m'épuiser ou quoi que ce soit, ça ne m'épuise pas, c'est pas le problème. C'est juste que je me dis le message, est-ce qu'il va être vraiment pertinent, exact, et est-ce que ça va vraiment apaiser la personne qui le demande. Et donc une fois que j'ai écrit, c'est encore plus terrible pour moi, parce que maintenant j'ai le message et il faut que je le donne. Et jusqu'à ce qu'on vienne me dire, écoute, ça c'est exact, ça, je suis dans un état un petit peu, on va dire, pas très à l'aise. Ça ne concerne que votre famille? Non, je me suis ouvert à d'autres personnes. J'ai eu une jeune fille justement qui m'a demandé de communiquer avec son grand-père. Alors, je vais vous faire dans les grandes lignes. Le grand-père m'a dit qu'elle soit tranquille, je lui envoie un petit garçon. Voilà. Bon, j'ai écrit ça. Je replie mon truc, tout un tas d'autres choses aussi, mais ça en particulier. Après, donc, je me dis, mince, je me mets à la place de la jeune fille à 25-30 ans. Je me dis, effectivement, elle n'a pas d'enfant. Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Est-ce qu'elle en a déjà eu? Est-ce que, voilà. Et moi, j'ai ce truc-là, le grand-père lui envoie un petit garçon. Alors, on se rend compte que je vais lui donner ça, mais est-ce que ça va pas faire un effet de bombe chez elle, ou je sais pas, et pourquoi il me balance ça, quoi. Et bon, je prends sur moi, je lui explique 2-3 petits trucs, parce que j'essaye aussi d'aller chercher des petits détails. Comme ça me permet de dire à la personne, si je te dis louloute, ça te dit quelque chose. Ah oui, c'est comme ça qu'il m'appelait quand voilà. Donc je vérifie aussi un peu tout ça. Je lui donne ce fameux message. Elle me dit, tu pouvais pas être plus juste que ça. Donc je dis, moi j'ai rien fait, je sais écrire. Mais là-dedans, elle me dit, voilà, moi depuis que je suis enfant, en fait, j'ai toujours voulu, au fond de moi, avoir un enfant pour qu'il vive avec mon grand-père, enfin que mon grand-père puisse le connaître. Sauf que le souci, en fait, à l'âge de 8 ans, son grand-père est décédé. Et donc, du coup, elle a toujours ce poil, en fait, sur le cœur. Et ce message-là, ça l'a libéré. Et moi, je ne savais pas, en fait, tout ça. Et donc, elle m'a remercié, et je suis content. Je n'ai pas fait ça pour ça, mais si vous voulez, j'étais dans une inquiétude, parce que je me dis, je connais pas sa vie. Est-ce qu'elle a perdu un enfant ou pas? Enfin, voilà, c'était... Bon, l'intérêt de tout ça, c'est que les gens aillent mieux derrière un message, qu'ils ne soient pas plus perturbés qu'ils ne l'étaient. Comme j'ai une personne qui m'a dit, j'ai lu ton livre et je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Je lui ai dit, ça va mieux maintenant? Oui, merci, il me dit. Et voilà, l'intérêt de ce que je fais, de ce que tu fais, voilà, c'est pour pouvoir apporter des choses, de l'apaisement, voilà, pas de stress supplémentaire et tout ça, quoi. Mais sinon, voilà, pour vous répondre, l'écriture, c'est très récent pour moi. C'est encore quelque chose que je garde un petit peu secrètement. Enfin, voilà, j'ai eu quelques demandes, j'essaye d'y donner suite, mais c'est pas l'exercice dans lequel je me sens le mieux pour l'instant. Vous demanderiez de barrer, vous êtes brûlé le bras, alors voilà, on ferait ça tout de suite, là, ça me dérangerait absolument pas, parce que je suis pour l'instant dans mon élément. Mais j'avance tout doucement, voilà. Mais on verra. Voilà. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous seriez devenu magnétiseur si vous n'aviez pas eu cette expérience? Non. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait cette expérience, mais ce que je suis aujourd'hui dans ma vie, complètement. Et vous n'aviez pas de signe précurseur de magnétisme? Comme je disais, si, la sensibilité et tout ça, mais comment j'aurais pu me retrouver quelque part avec quelqu'un qui m'aurait dit, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Voilà, c'est... Non, moi c'est vraiment cette expérience-là qui m'a ouvert à tout ça. Et l'intérêt aussi d'aller aider, ou en tout cas apaiser le plus possible de personnes. Parce que ça, c'est vraiment... je ne fais pas ça pour ça, mais... je me dis, ouais, quand je croise des gens avec le sourire, merci, et voilà, il n'y a rien que ça, c'est formidable, quoi. C'est pas, voilà. Mais sinon, non, je serais pas, sans cette expérience-là, je serais pas ici, en tout cas, en train de vous parler, ou peut-être d'autres choses,
de mécanique de moto, ou je sais pas quoi. Enfin, non, mais voilà, c'est vraiment cette expérience-là qui a fait que. Et généralement aussi, je me suis aperçu que les gens qui font l'expérience de mort imminente reviennent aussi avec le don du soin. Alors c'est pas systématique, mais voilà. Généralement, voilà, je participe à des groupes de parole. C'est vrai qu'effectivement, voilà, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je barre le feu, enfin voilà, tous un peu là-dedans. Savoir que barrer le feu, tout le monde peut le faire, hein, donc, mais c'est l'intention qu'on met, si vous voulez. Moi aujourd'hui, j'ai l'intention d'apporter autant que je peux des choses positives, et j'espère pas être à côté, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Oui? Vous comptez faire un deuxième livre? Alors, c'est rigolo parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais je vais répondre. C'est pas mon intention, mais l'écriture automatique qui est à la fin du livre avec mon grand-père, c'était censé être mon livre. Ça s'appelait Notre expérience de l'au-delà. J'avais décidé en fait d'écrire, de faire l'écriture automatique quotidiennement avec mon grand-père. Et je lui avais dit, écoute, c'est intéressant, parce que c'est vrai que je parle comme ça aussi. Hein, enfin, il n'y a rien de mystique. Hein, c'est moi, je suis vraiment, voilà, brut de décoffrage, comme on dit. Et je lui ai dit, ça serait intéressant en fait parce que j'ai oublié des trucs. Eh ben, que par l'écriture automatique, tu remettes tout sur le papier en fait et qu'on fasse un livre tous les deux. Et donc c'était parti de là, ça s'appelait Notre expérience de l'au-delà. Et puis j'en ai encore 80 pages qui attendent sur un ordinateur, mais voilà, ouais, pourquoi pas. Mais si c'est un deuxième livre, ça sera que sur l'écriture automatique et l'explication de l'après justement par mon grand-père. Voilà, merci. Votre compagne de l'époque, lorsque vous êtes réveillé, elle a tenu à être la première à recueillir vos impressions, d'après ce que vous dites dans votre livre. Comment là aussi, ça a été de la télépathie ou, parce que pourquoi d'après ce que vous décrivez, hein, elle a voulu absolument être la première et de façon à ce que vous n'oubliez pas ce que vous aviez vécu. Oui, comment a-t-elle pu l'imaginer? C'est peut-être un ressenti et en même temps, pour m'avoir vu un petit peu la première fois et ce que je lui avais dit, ça l'a assez perturbé. Et je lui expliquais en plus que chaque minute qui passait, j'oubliais des choses. Et c'est pour ça que je voulais parler. Les infirmiers, j'aimerais bien qu'ils soient là. Parce que je pense qu'ils doivent me haïr. J'arrêtais pas. Si, tiens, écoute ça, et ça. Ah bah, mais non, c'est rien, allez, non, tiens, on va mettre la télé. Et j'ai perdu plein de trucs. Et c'est pour ça qu'elle, du coup, elle s'est accrochée là-dessus. Et je me suis vidé un peu de ce que j'avais vécu. Mais pour vous dire, c'est que ça s'est passé sur ma sortie de coma et les 10 jours qu'on suivi, à peu près, ces conversations-là. Après, quand j'étais un peu plus, du coup, que je respirais tout seul, donc les médecins, les trucs, je renouvelais mes questions. Est-ce que je suis mort? Est-ce que j'ai fait... Mais non, monsieur, mais non. Rien de tout ça, ça va bien. Là, il y a encore un peu de fièvre, mais ça va y aller. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement tout éteint et j'ai complètement tout oublié. Et ça, c'est un truc hallucinant parce qu'on s'est retrouvés 6 mois après, vous vous rendez compte, 6 mois après, c'est quand même pas rien. On était devant la télé. Et je le marque aussi à la télé, un reportage sur Nicole Dron, je ne sais pas si vous connaissez, elle a fait une vidéo 45 secondes d'éternité. J'étais là devant, comme ça, d'accord, la lumière, le truc... Et c'est elle à côté, elle me dit, mais tu te rends compte seulement que c'est ce que tu m'as dit à l'hôpital? Et là, j'ai eu un moment d'arrêt, en fait. Et je dis, je crois que c'est ça, mais... Et je lui ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir rêvé. Parce que même tout ce que je lui avais dit sur l'ardoise, tout ça s'était effacé. Et j'avais eu l'impression, jusqu'à ces 6 mois-là, d'avoir fait un délire, un truc. Et c'était passé comme une lettre à la poste, en fait. C'était devenu pas plus important que ça. Et le fait qu'elle me fasse remarquer ça, déjà, ça m'a paru bizarre
je sais pas, vous vivez une expérience, vous imaginez quand même que c'est quelqu'un d'autre qui vous dit, tiens, en fait, tu te rappelles, c'est ce que tu as fait. C'est quand même assez... voilà. Et c'est de là que voilà, j'ai dit, ben oui, en fin de compte, si elle arrive à dire ça, c'est que je sais pas s'il faut que ça. C'est quelqu'un de très bien rangé, voilà, elle n'est pas lunaire du tout. Enfin, voilà, parce que souvent, les discours comme ça, on peut aussi partir un peu dans tous les sens. Là, je me suis dit, c'est une dame qui a l'air voilà, bien carrée, sérieuse, et elle a le même discours que moi, enfin, dans les grandes lignes. Donc, ça m'a réconforté un petit peu, et puis je me suis mis là-dessus, après derrière ça, à chercher un peu ce qui s'était passé, pour pouvoir parler aussi à mon tour de ce que j'avais fait, parce que là, ça devient, après, quelque chose d'essentiel. C'est une expérience qu'on ne peut pas garder pour soi, même si ça avait été... quelque chose de plus terrible, en fait, on est obligé de le partager. Ouais. Donc, ouais, voilà. Question encore? Sinon, après, on boit un coup. On s'arrête là, j'ai soif. Non. Vous avez rencontré des personnes qui ont vécu la même chose que vous? Oui, on a des... D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de demander dans la salle. Est-ce que quelqu'un a vécu aussi cette expérience? Parce que ça peut arriver. Oui, au fond, ouais, d'accord. Donc oui, je rencontre des gens sur Dijon par rapport à l'association La Voix du Cœur, mais avec Indress, en fait, la première association que je vous ai dit, là, scientifique, ils créent des groupes de parole comme ça dans toutes les régions. Et voilà, on se retrouve. Alors moi, quand on m'a proposé ça, j'ai dit un groupe de parole. Moi, j'ai pas de problème, ça y est, j'ai intégré, j'ai assimilé tout ça. Et on m'a dit, au contraire, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas intégré, tu peux peut-être les aider en parlant. Et, du coup, j'ai participé déjà 2 fois à des réunions, et effectivement, voilà, on peut être amené à aider quelqu'un. Ben, des fois, c'est bête, mais c'est ce vocabulaire qui nous manque. Et du coup, en expliquant quelque chose, ben, ça peut... défaire un problème chez quelqu'un d'autre, et puis voilà, lui permettre d'avancer un peu avec tout ça. Mais oui, il y a partout en France des groupes de parole justement pour aider les gens, parce que ça, faut pas croire, là, je parais à l'aise devant vous, enfin, on fait un peu les malins, mais ça vous met à ras de terre, hein. C'est vraiment, psychologiquement, c'est difficile à assumer tout ça, hein. Donc moi, j'ai préféré m'en servir comme d'une force, et voilà, quelque chose qui va être un moteur pour moi, plutôt que... Je connais certaines personnes, elles ont beaucoup de mal, hein. Donc c'est des psychanalyses, des choses comme ça, quoi, qui n'ont pas lieu d'être d'ailleurs, parce que on a toujours cette sensation de folie, quoi, parce que c'est vraiment des perceptions très, très différentes de ce qu'on a pu vivre jusque-là. C'est parfois, pour certains, je comprends, très, très difficile, surtout si c'est des personnes qui sont très, très organisées, très, voilà. Moi, je vous dis, j'ai pas eu trop de difficultés. Généralement, je suis un peu, voilà, je rentre dedans et on verra bien ce qui se passe. Donc, ça m'a peut-être posé un peu moins de problèmes, mais effectivement, il y a des gens pour qui ça pose des problèmes. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions? Non? Bon, on va s'arrêter là. Ouais, je te laisse clôturer. Parce que... la gorge. Ouais, bah merci pour toutes vos questions et votre attention. Donc voilà, j'espère que ce partage qu'a fait Frédéric sur son expérience vous a plu. Puis je vous invite à venir prendre un petit verre avec nous. Voilà. Merci bien. Merci.